te retrouves à Airbnb. Comment Airbnb change ta perception du produit? Airbnb, on a un ADN de design. Et ça, c'est très différent d'autres startups dans la Silicon Valley parce que la majorité d'autres startups, ils ont un ADN beaucoup plus d'ingénierie. Le Brian Chesky, le CEO, c'était un maniaque en fait sur les détails. Chaque pixel dans Airbnb, donc avant de lancer un produit, il allait vérifier tout. C'était vraiment un maniaque. C'est ça vraiment, je veux dire, c'était un peu l'école par laquelle moi je suis passé, donc, qui m'a beaucoup formé. Ntambwa Bassambombo, cofondateur de VaultPay, une fintech congolaise et plateforme de banque digitale. Ancien d'Airbnb, il a choisi, avec son cofondateur Christelle Ilaka, ancien de Google, de quitter le confort de la Silicon Valley pour se lancer dans l'aventure. C'est quoi le mythe que tu vois que tu construire ici, qu'on a de la Silicon Valley? Je peux répondre sur deux tableaux. Les mythes de la Silicon Valley, je peux dire qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent le nombre de... Là, on parle du côté positif. Le nombre de choses que le Congo a en commun avec la Silicon Valley. Et je parle d'expérience en ayant été des deux côtés. La première chose, c'est cet accès à l'information. Et il y a un autre truc en RDC qui est très similaire à la Silicon Valley et que tu ne vois pas dans beaucoup de pays d'Afrique. Le Congolais, on est... Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Banny Talks Experience, mais trop peu d'entre vous sont abonnés. Et pourtant, le Congo mérite mieux que du bruit. Le Congo mérite des conversations qui élèvent, qui réveillent, qui construisent. Banny Talks Experience est en train de devenir cet espace. Alors, si tu veux faire partie de cette génération qui pense, qui ose, qui agit, abonne-toi maintenant. Parce que ce mouvement doit nous ressembler. Et je vous fais une promesse. Chaque abonnement nous donne, à mon équipe et à moi, plus de force pour chercher des invités plus pertinents, provoquer des conversations plus fortes et vous offrir toujours plus de valeur. Appuie donc sur le bouton pour t'abonner. C'est simple, c'est gratuit, mais ça fait toute la différence. Place à l'épisode. Bienvenue dans Banny Talks. Banny quoi? Banny Talks. Banny Talks? Oh, Banny Talks Experience. Ah bah voilà, c'est Banny Talks Experience. Eh bien voilà, bienvenue dans Banny Talks Experience. Aujourd'hui, je veux comprendre comment est-ce qu'un homme, un gentleman, est en train d'essayer de changer le visage, l'image de la fintech en RDC et en Afrique. Je veux comprendre comment un parcours assez atypique des Airbnb à la Silicon Valley, Y Combinator, on va en parler, et aujourd'hui VaultPay. Comment est-ce que ce parcours change la personne? Comment ce parcours change le mindset de l'entrepreneur? Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi Ntambwa. Merci d'être là. Merci de m'avoir ici. Ntambwa, j'ai quand même envie de comprendre, avant même de parler de VaultPay, comment on passe d'Airbnb, qui est la Silicon Valley, à travers Y Combinator. Aujourd'hui, on se retrouve en RDC en train de créer une fintech, VaultPay. Comment on passe? Aide-moi à comprendre un peu ce parcours-là, jusque là où on en est. Ok. Je peux te donner une réponse courte et une réponse longue. On va faire les deux. Ok. Je peux dire que mon parcours, c'est vraiment un parcours qui a rapport avec la tech en général. Et il débute il y a vraiment longtemps avec mon père. Mais je commençais d'abord à parler un peu de moi pour donner un peu de contexte. Exactement. Donc, je suis congolais d'origine. Je suis né en RDC. Mais en 99, on quitte la RDC pour aller au Canada. Donc, c'est là que j'ai fait toutes mes études. J'ai étudié en génie informatique à la Polytechnique à Montréal. Et c'est après ça que mon aventure dans les startups, etc., a commencé. Mais dans les années 80, mon père faisait partie des premiers Congolais qui ont commencé à travailler sur des projets d'informatique en RDC. Il y avait des Juifs qui étaient venus et ils avaient recruté quelques jeunes. À l'époque, il venait de terminer son secondaire et il attendait pour aller à l'université. Et donc, il a passé un gap year à travailler en informatique et s'est découvert un talent dans ça. Et par la suite, en fait, il a été accepté en médecine.
Et comme c'était un peu son rêve de devenir médecin, il était un peu dans la croisée des chemins. On lui avait même donné une bourse pour aller étudier en France, toujours dans le cadre de l'informatique. Donc, c'est dans le temps où il y avait encore les gros ordinateurs, etc. Oui. Et il a fait le choix il a fait le choix de la médecine. Donc, il est parti là. Et je veux dire, fast forward, peut-être un peu 30 ans plus tard, moi, j'étais un étudiant athlète pendant longtemps. Et quand j'ai eu à faire justement mon choix aussi pour aller à l'université, j'avais 2 chemins que je voulais choisir. Et à l'époque, je ne connaissais pas cette histoire. Hein. Exactement. Donc, je voulais faire la physiothérapie. Parce que comme je suis un athlète, les physiothérapeutes, je joue au basket, donc avec les blessures et tout ça, ils étaient toujours là et tu bâtis des relations, tu vas dans les cliniques, tu vois comment ça fonctionne, Exactement. etc. Donc, j'avais cette idée-là de me dire que non, physiothérapie, c'était bon. Je ne voulais pas faire médecine parce que je ne voulais pas faire comme lui, donc c'était un no-no. Donc, il y avait la physiothérapie et il y avait aussi l'ingénierie. Donc, l'ingénierie, ça, c'était vraiment global. Hein. Je peux dire, mon rêve à l'époque, c'était de devenir ingénieur mécanique. Parce que c'était ça un peu mon idée de c'est quoi un ingénieur. Et ouais, donc à l'époque, quand je leur ai parlé de mon choix de physiothérapie, ils n'étaient pas trop d'accord. Donc, vous connaissez un peu les parents exactement. africains et tout ça. On avait un peu de disputes un peu back and forth. Et à un moment donné, moi, je leur ai dit, regardez, moi, je vais faire ce que je veux. Mais j'étais prêt à les écouter. Et je pense que mon père, il me connaît un peu aussi. Je pense qu'on est deux têtes dures. Et au lieu d'essayer de me pousser, de me convaincre, il m'a juste raconté cette histoire-là. Que, voilà, 30 ans plus tôt, il était à la croisée des chemins et il a choisi le chemin de la santé. Et finalement, c'est ça qui m'a sauvé, en fait, parce que à l'époque, déjà, hein, je me disais que ça va être une belle histoire à raconter. Bien sûr. Que j'ai choisi l'autre chemin, en fait, 30 ans plus tard, puis on va voir ce que ça donne. Et c'est comme ça que je me retrouve à choisir l'informatique. Et la Polytechnique, c'était... Donc, dans le collège dans lequel j'étais, pour aller à l'université, j'avais plusieurs choix. J'avais été recruté pour aller jouer au basket universitaire à McGill. Et il y avait la Polytechnique. Et il y avait aussi, je pense, l'Université Concordia, qui est une université anglophone au Canada. McGill, c'est un peu le Harvard du Canada et tout ça. Donc, j'avais le scholarship pour aller là-bas. Et je me souviens, il y avait un gars qui avait fait Poly. Il avait fait une session à Poly, on avait étudié ensemble, il était allé à l'université, il avait fait Poly. Et il est revenu au collège. Et je lui ai demandé c'était comment Poly. Et là, il me dit, mon gars, il ne sait même pas. N'essaie pas, c'est impossible, c'est pour ça que je suis revenu. Et ça, en fait, j'ai un truc, moi, je suis un compétiteur. Right? Et l'idée de fuir un challenge, tu commences à te poser des questions. Est-ce que... Et dans ma tête, je me suis toujours dit, la chose qui me ferait le plus peur, c'est d'arriver à un moment dans ta vie et puis de te demander, est-ce que tu aurais pu? Donc là, c'était clair que Polytechnique, ça allait être l'endroit le plus difficile en termes d'universitaire. Et en tout cas, le challenge était juste trop beau pour essayer de l'éviter. Donc, j'ai décidé d'aller. Et c'est comme ça que je me retrouve à la Polytechnique et mon cheminement commence, en fait. Et d'où vient l'entrepreneur maintenant, toi, à ce moment-là? Est-ce qu'il a toujours été là, déjà? Est-ce que tu as toujours eu ce côté entrepreneur en grandissant ou c'est quelque chose qui s'est forgé avec le temps? Honnêtement, je ne me considère pas nécessairement comme un entrepreneur. Si je devais me décrire, je me souviens quand j'ai quitté Airbnb, j'avais un peu du mal, hein, parce que je m'attachais pas vraiment à cette idée d'entrepreneur. Je me considère vraiment comme un ingénieur, d'abord, et un bâtisseur. Voilà. C'est comme ça que je me définis. L'idée d'entrepreneur, je pense que je l'ai toujours eu un peu ici et là en grandissant, mais c'était toujours par rapport à un objectif clair. Je suis un compétiteur avant d'être autre chose. Exactement. Et même Volpe, là où je suis maintenant, c'est la compétition qui m'a amené là.
Et même avec mon cofondateur, c'est vraiment l'idée du challenge. Si, par exemple, j'avais eu le challenge à l'interne dans une entreprise, c'est comme ça que je me suis même retrouvé à la Silicon Valley. Je suis le challenge plus que l'idée de l'entrepreneuriat ou de travailler en entreprise, etc. Je pense qu'on va en parler un peu plus, un peu plus tard. Mais moi, c'est vraiment ça. Comment je me vois, c'est que aujourd'hui, au Congo, on est en compétition. Et comment on se retrouve en RDC après, bien sûr, quand tu racontes et quand on lit ton histoire, tous ces parcours, le Canada, après les États-Unis, Silicon Valley, et puis finalement, on se retrouve en RDC. Comment ça se fait, le shift? OK. La RDC, ça a toujours été derrière ma tête. Et je pense que c'était un peu la boussole de tout ce que j'ai fait. Il y a un truc que, encore là, mon père, qui m'avait dit à un moment donné, surtout quand j'étais en train de terminer, c'était que notre famille, le rôle de notre famille, c'est de participer à la fabrique de cette nation congolaise. Et cette idée-là, je l'ai achetée. Un peu comme j'ai acheté cette autre idée-là. Oui. Et donc, ça m'est resté dans la tête vraiment qu'à un moment donné, il y a le train de la RDC qui est en train de partir. Et je vais devoir à un moment donné sauter dans ce train et puis faire ma part. Donc, c'est un peu cet idéal-là qui m'a ramené en RDC, mais aussi qui m'a amené à la Silicon Valley. On peut en parler un peu aussi. Alors, Airbnb, Silicon Valley, c'est des noms qu'on cite comme ça, et on ne peut pas s'imaginer un peu, quand on parle par exemple de la Silicon Valley, on ne s'imagine pas vraiment c'est quoi la réalité de cet endroit. Donc, ça reste un peu mythique pour à la fois tout le monde, mais en particulier pour tout entrepreneur. Qu'est-ce qui a changé pour toi quand tu entres dans ce cercle-là, dans ce circuit? Comment ça t'a changé? Qu'est-ce que tu as vu là-bas qui aujourd'hui, quand tu regardes, tu dis voilà ce qui m'a changé. Ma présence là a été touchée par 1, 2, 3. Il y a quand même beaucoup de choses, mais la première chose que je peux dire, c'était ma première fois dans la Silicon Valley. J'arrive à la Silicon Valley, donc, j'étais en train de terminer mes études, je suis à la 3e année à la Polytechnique. Et en tout cas, j'ai cette envie-là je suis un informaticien. Et mon délire à moi, ça a toujours été, quand j'arrive quelque part, je me demande, ils sont où les meilleurs? Right? Ils sont où les meilleurs? Et puis, je veux me mesurer. Même si je me fais ramasser, mais au moins, je sais qu'il y a 100 personnes, je suis numéro, je sais pas moi, 100, 102, 99, je suis 2, je suis 1. Donc, quand je suis arrivé à la police, c'était ça. Tu regardes autour, OK, ils sont les meilleurs dans le monde, dans ce que tu fais. C'était clairement à Silicon Valley, donc j'avais toujours cette idée-là. Et à ma 3e année, j'ai eu l'opportunité d'avoir une entrevue à Google. Donc, j'avais cette entrevue-là. Donc, j'ai fait l'entrevue téléphonique, la première entrevue, ça s'est bien passé. Et là, il fallait faire une 2e entrevue. Et ensuite, avoir l'entrevue. Donc, ils te font voyager pour aller à la Silicon Valley, à Mountain View, pour avoir l'entrevue sur place. Et là, je flippe un peu parce que je ne suis pas trop sûr. Est-ce que si je dois faire une 2e entrevue téléphonique, je vais la passer? Donc là, mon cerveau commence à tourner. Et je me dis, OK, je dois essayer de trouver un moyen de bypasser le 2e entrevue. Et bypasser Google, c'est pas donné. J'imagine, je vais entendre ça. Donc ça, c'est dans ma tête. Et à un moment donné, je suis en train de lire un peu online, de faire des projets. Je tombe sur un bootcamp qui se fait à San Francisco. Et le bootcamp, c'est pour le développement mobile. Et donc, j'applique dans ce bootcamp-là. Ils m'acceptent. Et ils me donnent même une bourse. Mais la bourse ne couvre pas tout. Et donc là, je vais voir ma mère à l'époque et je lui dis, je dois aller là-bas. Et en tout cas, il y a quelque chose qui m'appelle là-bas et puis je dois y aller. Et je ne veux pas, j'ai besoin d'argent, mais je ne veux pas que tu me donnes l'argent comme à ton fils. Je veux que tu me prêtes de l'argent. Parce que ça, c'est un truc que moi, je sais. En fait, c'est le premier truc en tant qu'homme que je dois faire.
et je ne veux pas que ça soit... En fait, je veux que tu te souviennes que j'ai eu un prêt. En tout cas, ce prêt-là, j'ai dû te rembourser plusieurs fois. Ouais. Bref. Et donc, je lui ai demandé de me faire ce prêt-là. Et je débarque à San Francisco le deuxième Là, jour. tu as quel âge à peu près? 24 ans. Ok. Je débarque à San Francisco. Et je pense 2 jours après, j'arrive dans le bootcamp. Je suis le seul Canadien. On n'est pas beaucoup même de noirs. Quand j'arrive là-bas, je suis encore un peu ébloui. Hein. Tu débarques San Francisco et tout ça. Et ce que je fais, c'est que j'appelle les gars de Google et je leur dis « Ah, normalement, je devais avoir l'entrevue téléphonique, mais je suis déjà là. Est-ce que je peux sauter et tout ça ?» Ils me disent « Ouais, il n'y a pas de problème. » Et en plus, comme tu es là, on va faire... Ils avaient des entrevues pratiques. C'est-à-dire que tu vas à Mountain View et tu fais une entrevue avec les ingénieurs qui vont t'interviewer et tout ça, mais en pratique. Juste pour t'aider, je me dis, en tout cas. Je suis tombé sur le jackpot. Et donc, j'arrive dans ce bootcamp-là. Tu as déjà... c'est ma première expérience de l'américain. Hein. En tout cas, dans la vie, hein, comme on dit, hein, si tu n'es pas américain, sois au moins congolais. Les Américains, ils ont un truc. Tu vois, les Américains, ils ont un truc. C'est quoi ça? Comment tu le définis? Non, ils ont un niveau de confiance en eux. Il y a un genre de vibe, surtout dans la Silicon Valley, par rapport à ça. Et à l'époque, tu voyais des jeunes de 17-18 ans dans le bootcamp, de 16 ans, et leurs parents les préparaient déjà. C'est-à-dire qu'ils faisaient des choses que moi, je faisais vers ma dernière année d'université, mais eux à 16-17 ans. Et ils étaient là, les parents, durant cette session-là, les connectaient avec des entrepreneurs qui étaient déjà là, qui étaient en train de faire déjà des startups et tout ça. Donc déjà, c'est un monde totalement différent en fait du monde que moi, je connaissais. Donc il y a ça. Et je pense 2-3 jours après que j'arrive, je suis en train de marcher dans la rue sur San Francisco et je vois un monsieur passer, deux messieurs qui passent. Et je réalise que, c'est Jack Dorsey. Jack Dorsey, c'est le fondateur de Twitter. Et il était avec son cofondateur, je pense, qu'il s'appelle Bose, quelque chose. Si je me souviens bien du nom, hein, c'est un nom qui sonne comme ça. Et là, je les vois, je me dis, putain, est-ce que tu as déjà vu un milliardaire comme ça marcher dans la rue? Ouais. C'est un peu le premier délire, en fait. C'est comme, exactement. What? Il marche là en sandales. Et là, je ne sais pas quoi faire. J'appelle ma mère. Je lui dis, il y a... j'ai vu, il y a le fondateur de Twitter qui est en train de marcher et tout ça. Elle me dit, Zuckerberg. Je dis, non, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Elle dit, Zuckerberg. Je dis, oui, Zuckerberg. Là, je dis, bon, je ne sais pas quoi faire et tout. Et puis, elle me dit un truc que mon grand-père disait souvent, qui était que, regarde, on a tous une tête. Hein. Si tu veux aller le parler, va le parler. C'est un humain comme toi et tout ça. Je prends mon courage à deux mains. Je les vois, ils sont en train de marcher dans la rue. Et je commence à les suivre. Je commence à les suivre. Tu sais, il y a la palpitation et tout ça. Et j'arrive, ils s'arrêtent dans un restaurant mexicain de tacos. C'était un peu à l'extérieur. Hein. Donc là, je m'approche, je les vois parler et tout. J'attends le bon moment. Je m'assois sur une chaise. Et quand je vois qu'ils arrêtent un peu de parler, je vais et puis je m'introduis. Bonjour, je m'appelle Ntambwa, je suis un étudiant en informatique, en génie informatique. Je viens du Canada et tout ça. Et Jack Dorsey me regarde et il me pose une question. Est-ce que tu es bon? Are you good? Mon cerveau tourne. Oui. Il dit, OK, envoie-moi un email à mon email, jack@twitter.com, et je te fais passer une entrevue. Juste là. Juste là. Je quitte là, je lui écris, et il me répond. Wow. Il me connecte à l'équipe de recrutement de Twitter, et c'est comme ça que ça passe. Une semaine après, ça veut dire que là, j'ai l'entrevue de Google qui arrive, et j'ai une entrevue à Twitter. Comme ça. Je floppe les 2 entrevues. Avec Google, et Twitter. Et Twitter. Les 2, j'ai pas eu.
Par contre, j'avais quand même bien performé, mais il y avait juste un level que je n'avais pas à l'époque. Mais je rentre à Montréal à la fin de ce bootcamp-là, de cet été-là. Le niveau de confiance Que tu ça veut dire que je retourne dans un autre monde, en fait. Ouais. Je retourne à l'école, c'est la Polytechnique, mais il n'y a personne à l'école qui a déjà vécu l'expérience que je viens de vivre. Tu vois un peu? Donc, c'est ça un peu le premier, le premier choc. Et puis, je parlerai un peu des autres choses par la suite. Donc, mais ça, c'était vraiment c'était mon premier contact avec la Silicon Valley. Et puis, cette réalité-là du jour au lendemain, tu peux passer de zéro à héros en un clic. En un clic. Mais quand tu es dans cet univers-là, tu vois, qu'est-ce qu'on comprend quand on entre dans cet univers? C'est quoi qu'on voit? Est-ce que c'est la vitesse, c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est l'expérience? C'est quoi? C'est le génie? C'est quoi qui ressort tout de suite? La première chose qui m'a marqué, ça c'est quand j'arrive à Airbnb, c'est l'accès à l'information. Et j'ai quand même, tu vois, un peu de recul aujourd'hui parce que j'ai travaillé un peu au Canada, j'ai été aux États-Unis et je suis un peu au Congo aujourd'hui. L'accès à l'information que tu as à la Silicon Valley, nulle part ailleurs, tu as ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont très ouverts à partager l'information. OK. Ça veut dire que le capital est individuel, mais je peux dire l'intelligence, l'information est collective. Ça, c'était la première chose, en fait, qui m'avait marqué. Et c'est un peu un contraste quand tu regardes, par exemple, avec la RDC, et même, je peux dire même le Canada, où c'est à peu près c'est le contraire. Par exemple, au Canada, il y a cette idée-là un peu plus socialiste que le capital devait être collectif, donc c'est le bien social, et l'information devient individuelle. Et quand tu arrives en RDC, c'est encore un peu plus loin, c'est que l'information, c'est la source première d'arbitrage. Ça veut dire que l'information est un peu mis en silo, parce que c'est vraiment avec l'information que tu fais l'arbitrage. En fait, la majorité des gens, c'est comme ça qu'ils vont faire les business, faire les deals et tout ça. Donc, l'information devient le point d'arbitrage au lieu d'être comme le capital social de tout le monde. Donc, c'est un peu ces différences-là principales que je vois en premier. C'est la chose qui me marque le plus. Ouais. Mais avec ces deux pôles-là, parce qu'effectivement, on dit que le pouvoir, c'est l'information. Knowledge is power, comme on dit. Comment est-ce qu'on peut partager de l'information sans perdre ce pouvoir? Parce que même dans la compétition, le fait d'avoir l'information, peut-être la rétention de cette information, te donne un leverage dans la compétition. Comment on peut exposer une information sans pourtant ne pas s'exposer dans une compétition? Ici, je veux nuancer. Ce n'est pas nécessairement toute l'information qui est partagée. Okay. Parce que la question d'arbitrage, je vais dire un truc qu'on va développer peut-être un peu plus tard. D'accord. Mais le Congo et la Silicon Valley, il y a un parallèle presque 1 pour 1, qui est assez intéressant. L'arbitrage qui se fait au Congo dans l'information, il se fait aussi dans la Silicon Valley. La différence, c'est que, je peux dire, la Silicon Valley, il y a un 20% d'information qui est source d'arbitrage et 80% de l'information qui est distribuée. Okay. En RDC, c'est à peu près le contraire pour le moment. Tu vois? Okay. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Par contre, ce que les gens dans la Silicon Valley ont compris, et là, il faut revenir un peu à la genèse de la Silicon Valley. Si je peux résumer, là, je fais des gros résumés. La Silicon Valley, c'est des vieux avec du capital qui se disent qu'on va mettre des bets sur des jeunes avec de l'énergie et de l'intelligence pour miser sur le futur. Et ces vieux-là se disent que ces jeunes-là, ils ont une meilleure idée de ce que le futur peut être que nous. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'eux aussi, ils ont été jeunes. On a misé sur eux et ils ont pu former le futur que tout le monde voit aujourd'hui comme la Silicon Valley. Si tu regardes la jeunesse de la Silicon Valley, c'était des ingénieurs. J'ai oublié, c'était la compagnie de HP. Voilà, qui venait de la côte Est, après qui se sont exilés dans la côte Ouest. Ils sont sortis de la compagnie, je pense que c'était IBM ou HP, pour faire leur propre start-up. Et c'est comme ça que
l'histoire de la Silicon Valley commence. Donc, il y a cette idée-là, en fait, que le prochain Zuckerberg, le prochain Elon Musk et tout ça, tu ne sais pas qui peut être cette prochaine personne. Donc, parce que on est dans une ville, dans une zone où, justement, ces gens-là sont nés je peux dire, dans une mesure où, comparé à d'autres endroits dans le monde, tu as beaucoup de ces grands leaders, Google, de toutes ces entreprises-là qui sont nées. Donc, peu importe la personne que tu rencontres dans la rue, ça se peut que ça soit le prochain. Et donc, si tu as cette idée-là en tête, tu te dis que, est-ce que ça va être moi, quand lui devient celui qui va être la personne qui dit que non, c'est lui qui m'avait empêché ou est-ce que je veux être la personne qui, quand cette personne-là arrive là où elle doit arriver, qui se souvient que non, c'est cette personne qui m'a donné la passe, qui m'a donné l'information, qui m'a donné ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Donc, c'est cette idée-là un peu, c'est un intérêt personnel, en fait, initialement. Pour se dire que, comme on est dans un écosystème qui est là, qui fait que la probabilité que la personne que tu viens de rencontrer devienne le prochain Zuckerberg ou peu importe, elle est grande. Donc, je ne veux pas essayer de garder l'information parce que... Exactement. Exactement. Donc, c'est ça un peu l'idée. Alors, fast forward, tu te retrouves à Airbnb. Comment Airbnb change ta perception du produit? Airbnb, les fondateurs de Airbnb, donc, sur les 3 fondateurs, il y a Brian Chesky et Joe Gebbia, qui sont des designers. Et il y a Nate, qui lui était un informaticien. Mais les 2 qui ont commencé Airbnb, c'était ces 2-là, Brian Chesky, qui est le CEO aujourd'hui, et Joe Gebbia, qui c'est lui, en fait, qui a même eu l'idée initiale de Airbnb. Donc, Airbnb, on a un ADN de design. Et ça, c'est très différent d'autres startups dans la Silicon Valley parce que la majorité d'autres startups, ils ont un ADN beaucoup plus d'ingénierie. C'est-à-dire, tu regardes un Elon Musk, un Zuckerberg à Facebook, et ça affecte la perception du produit. Donc, à Airbnb, le visuel, l'expérience client, le UX, c'était quelque chose sur lequel on mettait énormément d'emphase, même en tant qu'ingénieur. Donc, il y avait une hiérarchie. Hein. Si tu regardes dans la Silicon Valley, excuse-moi, ça, c'est un peu ça que tout le monde sait. Hein. Les ingénieurs sont rois, mais Airbnb, les designers n'étaient pas trop loin de nous. Donc, et puis, dans beaucoup de contextes, ils avaient même plus de pouvoir que les ingénieurs. Donc, ça fait que moi, personnellement, ça m'a donné justement cet œil-là de design. Par exemple, la version de VaultPay aujourd'hui, il n'y a aucun designer qui l'a touché. Hein. C'est moi qui l'ai fait de A à Z. Mais c'était surtout à cause de justement le Brian Chesky, le CEO, c'était un maniaque en fait sur les détails. Donc, chaque pixel d'un Airbnb, donc avant de lancer un produit, hein, il allait vérifier tout. C'était vraiment un maniaque. Donc, c'est ça vraiment qui m'a beaucoup... je veux dire, c'était un peu l'école par laquelle moi je suis passé, hein, donc, qui m'a beaucoup formé à ce côté-là. Airbnb, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est une start-up qui vient et disrupt, donc bouge un peu les lignes dans le domaine de l'hôtellerie. Comment est-ce que cet aspect des choses aussi change ta vision des grandeurs? Parce que je pense qu'aussi s'attaquer à une industrie vieille comme l'hôtellerie et chambouler cette industrie demande quand même qu'on ait à la fois, comme on dit en anglais, balls, pour s'attaquer à une telle industrie. Comment ça change? Parce que on va parler de VaultPay et on sait que vous entrez aussi dans une industrie déjà assise, une industrie aussi avec de mastodontes, parce que bien sûr, quand on parle de fintech, il y a un côté finance et puis il y a un côté tech aussi. Comment cela change ton approche quand il faut attaquer comme ça des mastodontes dans leur industrie? OK. So, Airbnb arrive dans
La Silicon Valley a toujours des différentes aires. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on est dans l'ère de l'IA. Et il y a toujours souvent deux leaders. Hein. Dans cette ère d'IA, il y a OpenAI et Anthropic. Ensuite de ça, avant cette ère ici de l'IA, je veux dire l'ère qui a vraiment l'idée, la Silicon Valley. Je parlais d'Airbnb, mais je fais un saut même juste avant ça, vers les années 2010. C'était les réseaux sociaux. Donc c'est là que tu as eu le Facebook, Twitter et autres. Avant ça, tu avais le search engine. Il y avait Google, il y avait Yahoo à l'époque. Donc, il y a toujours un peu chaque génération. Et donc, 2010, c'est la génération des médias sociaux qui révolutionne le secteur des médias. Ensuite de ça, il y a le 2015, c'est vraiment là où le sharing economy, hein, l'économie de partage décolle. Et il y a aussi deux leaders qui sortent de la Silicon Valley, Airbnb, Uber. Ouais. Donc, maintenant, les deux, ils viennent dans des industries déjà établies. L'un, l'industrie hôtelière, comme tu as dit, avec des gros lobbies. Et ils ont une vision mondiale de ça. Donc, il faut attaquer. Et c'est des lobbies locaux, right, qui ont eu le temps de s'établir. Et la même chose avec Uber, le lobby des taxis, qui est aussi un énorme lobby et qui a eu le temps de s'établir. Donc, les deux, et ça c'est très différent en fait même des anciennes générations avant de la Silicon Valley, parce que là, par exemple, les réseaux sociaux, ils ont attaqué le secteur des médias, mais ils sont venus un peu de façon presque sournoise. Les médias traditionnels ont réalisé trop tard, ouais, exactement, quand ils avaient déjà pris de la masse. Alors que pour Airbnb et Uber, on allait affronter en direct ces géants et tout ça. Donc, à l'interne à Airbnb, déjà, on avait parlé, c'était vraiment une grande école de comment tu vas craquer des marchés. Et ce qui était assez intéressant aussi durant cette période-là, c'était que on discutait beaucoup. Quand je te parlais de collaboration, il y avait des ingénieurs, les équipes de Uber, les équipes d'Airbnb, on faisait des partages d'informations. Par exemple, quand nous, on a voulu aller rentrer en Chine, Uber venait d'essayer ça 2-3 années avant. Ils ont échoué. Cassé un peu la gueule. Ils ont cassé la gueule. Et quand on a voulu, nous, y aller, ils sont venus à Airbnb, ils ont partagé un peu leur expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, c'est quelque chose que souvent, tu ne vois pas vraiment dans d'autres espaces et tout. Mais principalement, ce que Airbnb m'a appris là, c'était justement donc la vision stratégique de comment tu vas sur un marché et tu le craques. Et il y avait vraiment deux écoles de pensée, hein. L'école de Uber et l'école de Airbnb. L'école de Uber, c'était quoi? C'est qu'on vient dans une ville, on vient dans une région, dans un marché. Oui, vous avez vos lobbies, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a le capital, on engage les meilleurs avocats, les meilleurs lobbyistes, les meilleurs go-to-market people, et on vient vous attaquer dans votre fief. Tu vois? Et cette stratégie-là, c'était ce que Uber appelait le hyper-localization, c'est-à-dire que l'hyper-localisation. C'est-à-dire qu'on veut craquer un marché et on y va local, on engage tous les gens, les locaux, les experts locaux. Donc, on met le prix. Et c'est du locaux contre locaux, en fait, à la fin de la journée, et on craque. Airbnb et Uber, il n'y avait pas de pitié. On vient là, on vous écrase. Et on passe. Et c'est comme ça même que je pense que c'est ça qui a coûté même le poste au CEO de l'époque et tout. Il s'est fait énormément d'ennemis dans la route. Airbnb a pris une approche un peu différente. Airbnb a pris l'approche de dire qu'on va venir dans un marché, on va acquérir toutes ces ressources aussi que Uber a acquéries. Et là, au lieu de vous attaquer directement, de vous casser, on s'assoit, on parle. Ça veut dire quoi? On amène tous nos missiles, tous nos armes, tous nos drones, tous nos attendeux et tout ça, on les pose sur la table. On te dit, c'est pas pour toi. C'est juste que je savais pas où les déposer. Mais discutons. Tu vois? Tu montres déjà les muscles. On montre les muscles et puis on discute. On va pas les utiliser. On va pas les utiliser. C'est pas pour toi. Je sais. Donc tu vois ici, je suis mal à l'aise. Hein. Si je dois déposer un drone, un missile, c'est compliqué. C'est pour les déposer. Pour exposer, mais voilà.
Et avec ces stratégies, ça fait que c'était vraiment beaucoup plus une stratégie de collaboration avec les villes, avec les États, etc. Donc ça fait que on a évolué quand même de façon... En fait, c'était la même stratégie, mais la perception a été très différente. Une perception des collaborations, Exactement. une fausse collaboration. Exactement. Et donc, c'est vraiment cette école de pensée que moi, j'ai amenée justement en RDC avec Airbnb. Et surtout en ayant vu aussi Uber. Ils ont réussi aussi. Hein. Donc, voir les deux et puis voir les forces et les faiblesses de chaque côté. Mais il y avait surtout aussi cet aspect-là qu'aujourd'hui, justement, dans l'ère de l'IA, ça s'est encore renforcé. Quand j'arrive à Airbnb, en tout cas, c'est quand tu penses à l'expérience de Rocket Ship, donc de Rocket, de start-up, en tout cas, Dieu m'a fait grâce, je l'ai vécu. Quand j'arrive à Airbnb, c'est 2016 et tout ça, Trump arrive au pouvoir et tous les gens de Washington qui étaient dans l'administration Obama, pas tous, excuse-moi, mais beaucoup, décident de s'expatrier parce qu'ils ne voulaient pas travailler dans l'administration Trump. Tu sais, à l'époque, Trump était vraiment très... il y avait beaucoup... Agressif. Oui, comment? Il y a un terme pour ça que j'ai oublié, mais il était polarisant. Donc, beaucoup de gens ont décidé. Donc, il y avait et des gens des services secrets et des gens qui ont travaillé dans la Maison-Blanche, etc., qui se sont exportés dans la Silicon Valley. Et stratégiquement, pour un Uber, pour un Airbnb, c'était intéressant parce que c'est le lobbyisme. Donc, ils ont engagé beaucoup des gens qui venaient justement de Washington. So, j'ai vécu cette expérience-là où tu avais des gens des services secrets qui ont travaillé donc qui ont sécurisé Obama, des gens qui ont travaillé, des avocats, etc., qui ont travaillé à la Maison-Blanche pour Michelle Obama, etc., qui, du jour au lendemain, travaillent avec vous. Et même en termes stratégiques, Obama, quand il termine, il y a les gens de la Silicon Valley un peu qui s'intéressent, parce que tu sais, Obama, c'était un peu le darling démocrate, etc. Et on le reçoit énormément à Airbnb. Et tu vois un peu tu vois, un président américain quand il débarque, quand j'ai dit les Américains, c'est les Américains. C'est un autre... tu vois les services secrets qui arrivent, et puis vraiment vivre cette expérience à l'interne d'avoir des grosses personnalités comme ça, que vous les rencontrez, ils viennent là vous parler en aparté, et c'est dans des contextes assez privés où ils peuvent partager beaucoup de choses, etc. Donc, c'était vraiment cette expérience-là qui s'est bâtie. Donc, la vision stratégique que les Uber, les Airbnb ont eu du lobbyisme, pas seulement de la tech, et comment ils sont allés pour essayer de craquer aussi ces marchés-là, et aussi, in fine, le résultat final qu'ils ont eu par rapport à ça. Et maintenant, on se retrouve à VaultPay. Qu'est-ce que vous, toi et ton cofondateur, essayez de résoudre comme problème en créant VaultPay? Je peux dire, globalement, c'est qu'on a vu... Pourquoi on a décidé d'abord de rentrer, comme j'ai dit. La première chose, c'était vraiment qu'on se disait, nous deux, pour contexte, mon cofondateur, Christelle Ilaka, c'était un ancien de la Robank, donc c'était un banquier qui, ensuite de ça, est parti aux États-Unis, s'est reconverti dans la tech et a rejoint Google. Il est devenu ingénieur à Google avec un focus sur les data analytics. Et quand il avait rejoint Google, moi, j'étais déjà dans la Silicon Valley. Et donc, on s'est rencontrés, on a discuté un peu à l'époque, je pense que c'était 2019, je pense. On parlait un peu... moi, je lui parlais un peu des idées que j'avais de la RDC. Et lui aussi me disait que non, il avait envie de rentrer éventuellement pour faire quelque chose. Donc, on s'était dit que non, si un jour les choses s'alignent, on va rentrer et puis essayer de faire quelque chose. Et en 2023, un ami en commun, en fait, lui dit que je suis en train de travailler sur ce projet ici. Et Christelle, c'est la seule personne, en fait, que j'ai pas eu à recruter, quoi que ce soit. Il m'appelle, il me dit, on m'a dit que tu fais quelque chose, tu travailles sur un truc, peu importe ce que c'est, je suis in. Je lui dis, bah, attends, moi, que je te dise. Ce que je dis, c'est quoi? Il me dit, non, en tout cas,
il venait de travailler sur un projet avec d'autres amis au Congo et tout. Ça n'a pas marché. Les gars n'étaient pas sérieux et tout. Il me dit non, moi, je cherche vraiment quelqu'un de sérieux et tout ça parce que j'aimerais vraiment faire quelque chose de grand au Congo. Et je lui dis, moi aussi, j'ai un peu vécu l'expérience similaire et je suis très difficile. Je dis, Christelle, moi, je suis quelqu'un de compliqué. Je veux dire que l'excellence, etc., c'est mon truc. Donc, est-ce que tu es sûr, en fait, que tu veux... Il me dit, regarde, moi, je suis in. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que notre aventure a commencé. Et l'idée initiale, quand on débarque en RDC, on a eu la grâce que quand on a décidé de lancer le projet, très rapidement, on a été accepté à Y Combinator. Ça, c'est une autre histoire. Donc, on lance le projet dans Y Combinator et ça change complètement aussi la vision qu'on avait du projet. Mais quand on débarque et on va rencontrer les banques initialement, ils nous posent cette question que tu viens de poser. Et notre réponse, c'était on vient résoudre les problèmes les plus difficiles que vous avez. Point. Donc, notre truc à nous, c'est de se dire que, OK, on vient dans ce pays, on n'a pas d'assumption sur ce qu'il faut ou pas. On veut les problèmes les plus difficiles. Et on va se débrouiller. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas un produit tout fait? Vous avez... Non, on a des idées. Parce que, et là, je peux peut-être faire un segue de l'expérience de Y Combinator. Si tu me permets, ça permet d'illustrer les trucs. Donc, quand on décide on applique à Y Combinator, moi, j'ai appliqué, je pense, 6 ou 7 fois avant d'aller, de rentrer. Mais la raison pourquoi j'étais... Parce que j'ai aussi... Airbnb, c'est Y Combinator aussi. Hein. Donc, c'est un peu l'enfant chéri de Y Combinator. C'est celui qui a vraiment... Une des compagnies qui a le mieux réussi. Donc, on avait quand même un bon réseau. Quand tu sors d'Airbnb, participer à Y Combinator, c'était quand même assez straightforward sur des projets qui n'ont pas rapport avec le Congo. Parce que le Congo, c'était un autre truc. Donc, j'avais quand même beaucoup de camarades qui ont fait Y Combinator et tout ça. Mais moi, je ne voulais pas juste faire encore une autre start-up ou quoi que ce soit. J'étais obsédé, je peux dire presque, par faire quelque chose pour mon pays. Mais les premières fois, dès qu'on mentionnait RDC, les conversations commençaient toujours bien. On a un bon profil, un bon background, Airbnb, Google, etc. Les gens vous écoutent et tout. Dès que vous mentionnez la RDC, vous sentez déjà que l'atmosphère change. Les gens vous disent que non, on doit aller parler avec l'équipe de compliance. Et après, c'est un email pour vous dire que non, on ne peut pas dealer avec vous. Wow. Et donc, ça, c'était ça. Et j'ai commencé, je pense, depuis 2019, j'ai essayé d'appliquer, etc. Et en 2023, c'est comme s'il y a eu une petite fenêtre. Peut-être qu'ils en ont eu marre aussi de repousser, etc. Bon projet. Et ils décident de donner la chance. Puis je pense qu'il y a juste, d'un point de vue géopolitique, il y a eu quand même des choses qui ont changé. Et il y a eu une fenêtre pour la RDC. Donc, en appliquant à cette fois-là, il y avait Christelle qui est venue avec moi aussi. Son profil est venu renforcer. Et on avait aussi un troisième cofondateur qui était un ancien de Coinbase, qui est aussi une grosse start-up dans la Silicon Valley. Donc, à nous trois, on a appliqué. Qui est congolais aussi? Non, lui, c'était un Ivoirien. OK. Mais il n'a pas continué l'aventure quand on a dû... Parce que quand Airbnb nous accepte, ils nous demandent une chose. Ils nous disent, est-ce que vous êtes prêt à quitter votre travail? Quand vous dites Y Combinator, alors? Y Combinator. Quand ils nous acceptent. Voilà, ils nous acceptent. Non, ils ne nous acceptent pas encore. La dernière conversation qu'on a avec eux, ils nous disent non, on vous aime. On avait une idée de faire un système, un truc de paiement. On voulait faire le switch national, etc. Mais ils nous disent qu'on vous aime comme profil, mais votre idée est à chier. Donc, est-ce que vous êtes prêt à repenser votre idée, etc. Si on vous accepte, on dit oui. Est-ce que vous êtes prêt à quitter votre boulot dans la semaine qui vient? Christelle, on a une relation, c'est un peu le pistolet, il saute. Donc lui, il dit oui. Moi, je dis, Christelle, regarde. L'argent qu'on fait ici, là, on ne peut pas dire que oui comme ça. Malgré le truc. Là, je dis non, OK, on va y réfléchir, mais il y a quand même un bon potentiel. So, finalement, on décide
On décide oui. Une semaine après, on quitte nos travails. Et Tous les trois. oui. On quitte, mais Philippe, finalement, il a décidé de rester. Il n'a pas continué l'aventure. Il est retourné à son boulot. Donc, c'est resté juste moi et Christelle. Et donc, on commence Y Combinator. Et on commence Y Combinator, mais honnêtement, en quittant Airbnb, en termes de confiance, je t'ai parlé à l'époque, quand j'étais encore à la Poly et tout, l'expérience de la Silicon Valley. Mais après avoir fait tout ce parcours, right, j'avais un niveau de confiance absurde. Et Christelle, c'est la même chose. Tu restes pas à Google 5 ans sans que tu sois une machine. Tu vois un peu. Donc, regarde, comme on dit en anglais, we feeling ourselves. On sent que non, regarde. On est prêt. On est prêt, tu vois. Mon frère, je me suis jamais senti aussi bête que durant ces 3 mois de Y Combinator. Ça veut dire que je suis quand quelqu'un de quand même assez ambitieux, mais c'était la première fois que je rencontrais des gars où tu viens là, tout le monde te dit toujours que Y Combinator, en tout cas, peu importe tes ambitions, il les amène à un autre niveau. Et tu te dis, ben non, moi, j'ai des visions de faire éventuellement peut-être une banque dans ce pays, etc. Tu peux pas me dire, tu peux pas me raconter. Les gars nous ont ramassés. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, qu'il y a niveau. Ensuite, il y a niveau. Et après, il y a encore niveau. Tu vois? Et durant ces 3 mois, on a vécu vraiment, comme on dit, on a de humble pie. On l'a mangé à toutes les sauces. C'est-à-dire que c'était vraiment une leçon d'humilité. Les gars nous ont ramenés à 0. Habituellement, les startups qui rejoignent Y Combinator, souvent, c'est quoi? C'est que vous êtes des développeurs, vous êtes prêts, on vous dit de coder, vous allez chercher les clients, etc. C'est ce qu'il nous dit à nous. Allez lire. Toutes ces années... Papa, moi, j'étais prêt à taper du code. Ça veut dire que l'informatique, là, non, je connais mon truc. Tu vois, je connais mon métier et tout, et j'étais prêt. Je me suis dit que non, ces gars ici, je vais les intimider. D'accord. Je vais les intimider. Ouais. Non, je vais les intimider. Et non. Là, on te renvoie en classe. Là. On me renvoie en classe. Le gars nous dit, vous devez devenir des experts dans le secteur du paiement. Experts, oui. En combien de temps? 3 mois. Et comment on fait? Vous allez lire. Vous allez parler à tous les gens à qui vous devez parler. Vous allez écouter des émissions, peu importe. Mais vous devenez des experts. Et à chaque semaine, Christelle et moi, on a acheté tout plein de livres sur le système de paiement, l'informatique, les banques, etc. Chaque semaine, on lisait et on retourne le voir pour ce qu'on appelle le Office Hours. Et notre partenaire à Y Combinator, c'était Michael Seibel, qui était à l'époque le directeur même de Y Combinator. Et c'est lui-même qui a lancé l'écosystème de la tech au Nigeria. C'était vraiment un des sponsors de ce côté de ce marché-là. Donc, c'était vraiment une opportunité énorme pour nous. Et il a vendu sa compagnie lui, pour presque 1 milliard, 970 millions. C'est Twitch? Twitch, oh, okay. Voilà. Il a vendu Twitch à 970 millions à Amazon. Donc, quand je te dis level, c'est level. Et puis, tu te rends compte que non, les gars ne sont pas arrivés là par hasard. Ouais. Et on arrive, on lit la première semaine, on vient le voir. Et moi, je lis quand même assez vite. C'est-à-dire que j'arrive quand même à consommer du contenu. On se sent prêt. Et le gars avait un laser. Tu sais, quand tu étudies à l'école, etc., et tu es dans une matière, il y a un truc que tu dis que ça, même si ça parle, le prof va jamais poser cette question. Tu vois? Tu arrives à l'examen, tu arrives à avoir le 80%, 90%, bon, il y a 1%. Le gars avait un détecteur de bullshit. Ça veut dire que tu viens dans le meeting, la première minute, la seule chose que tu as laissé là, c'est là qui touche. C'est là qui touche. Un peu comme la sorcellerie. Et je te dis, le premier mois,
C'était ça. À chaque semaine. Et puis, la première fois, il nous dit, non, les gars, retournez rapide. Et là, c'est quoi? Le office hour, là, c'est 2 minutes. Hein. Ah oui. Il touche, bah, tu retournes au boulot. Tu reviens encore, il touche encore. Et la troisième fois, il dit, mais les gars, est-ce que vous êtes cons, vous êtes... Et le gars est direct. Hein. Ah direct. Oui. Et qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, il y a un niveau à l'excellence. Tu vois? Il y a un niveau à l'excellence. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu peux, tu vois, laisser passer un truc ici à gauche, à droite. Mais je peux dire un peu le commitment to craft. Donc, le commitment dans ton art. L'engagement, justement, dans ton art, dans cette capacité d'aller au-delà tu vois, du bare minimum et de pousser. C'était vraiment ça qu'on est allé apprendre avec lui. Et surtout, la partie humilité. En tout cas, comme je te dis, on se sentait. C'est-à-dire que quand on est rentré en combinaison, on sentait que non, on a le truc. On n'avait pas le truc. Pas du tout. On n'avait pas. Il y avait des niveaux. En fait, on avait un truc, mais c'était pas le truc. C'était pas pour le niveau. C'était pas le niveau. Et donc, quand finalement on fait les 3 mois, et dans ces 3 mois, il y avait des choses intéressantes. Hein. Une petite anecdote. À un moment donné, on fait l'office hours, on va lire, on lit tous les contenus, on prend des livres, etc. Mais il y a un truc, il y a de l'information que tu peux pas trouver en ligne dans des documents. Et donc, on arrive dans l'office hours, et encore là, boum, et pile poil cette information-là. Et là, à l'époque, on est à San Francisco. Hein. Et là, on nous demande, mais pourquoi vous n'avez pas l'information? On lui dit, mais l'information n'est pas disponible en ligne ou dans les documents. Et là, il nous dit, mais qui a l'information? On dit que non, ben, si on va sur place en Afrique, au Congo, etc., on peut sûrement trouver des gens qui ont l'information. Là, il nous regarde. Il dit, les gars, est-ce que vous êtes cons? Vous êtes cons. Et Y Combinator, quand ils vous prennent, hein, ils investissent $500,000 US directement en avant. Là, il nous dit, mais pourquoi vous pensez qu'on vous a donné l'argent? Les gars, prenez le premier billet d'avion et puis allez me chercher l'information. C'est comme ça qu'on prend le billet, on débarque en Afrique, on va commencer à aller chercher les informations. Et c'était ça les 3 mois. Donc, chercher, s'éduquer, etc. Et donc, je te fais une longue histoire hein, pour revenir à ta question. Oui. Quand on arrive au Congo, finalement, on a déjà mangé notre humble pie. C'est-à-dire qu'on est humble. Donc là, maintenant, c'est... On est humble. Donc, on débarque et puis on parle au gars de la banque, on dit, regarde, nous, on a des idées. On pense qu'il y a peut-être le switch national, mais on s'est rendu compte que c'était pas vraiment un produit qui peut vraiment être massif. Donc, on aimerait écouter c'est quoi les problèmes que vous avez et voir à partir de là comment on peut essayer de résoudre un problème qui est le plus important possible sur le marché. Et c'est comme ça que un des banquiers qu'on a rencontré d'Ecobank, Ludel Lebou, en tout cas, c'est vraiment la personne qui nous a vraiment accompagnés, qui nous a dit que non, il y a le secteur justement des paiements et des cartes prépayées qui n'est pas encore assez mature sur le marché congolais. Lui, il pouvait faire toutes les autres choses, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a réussi à craquer ce marché-là, comme un peu dans d'autres pays. Hein. Si tu regardes au Nigeria avec les Money Point, au Sénégal avec Wave, tu regardes en Côte d'Ivoire, Jamo, etc. Parce que non, on voit un peu un même parallèle ici. Le Congo, c'est un marché énorme, mais il n'y a personne qui arrive encore à innover sur ces secteurs-là. Et si vous arrivez à craquer ce secteur-là, en tout cas, il y a quand même de la manne au niveau de la RDC, mais c'est pas facile. Et justement, comme nous, on est venus, on a dit, on fait le challenge. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on rentre avec Volpe. Et l'idée, en fait, pour nous, c'est de dire que on veut, dans les 5-10 prochaines années, pouvoir bancariser au moins plus de 50 millions de Congolais. Donc, on a des ambitions assez absurdes, mais on se dit qu'on est capable de le faire. Aujourd'hui, quand vous regardez les leaders sur les marchés,
les mobile money, etc., quand tu les mets tous ensemble, on est sur environ 25 millions d'utilisateurs total. Quand tu regardes le leader, on est peut-être à 7 millions d'utilisateurs. Mais quand on a regardé le marché congolais, avec la moyenne d'âge, hein, le médian, il est à peu près à 16 ans, qui est même plus bas que beaucoup d'autres pays en Afrique. Ça veut dire qu'on a toute une génération de jeunes qui sont tech-savvy, qui sont nés dans la technologie, qui sont nés avec les smartphones, etc. Avec tous les changements qui viennent avec l'IA, etc., on croit vraiment qu'il y a une fenêtre pour la RDC et on a cette capacité-là, si on exécute bien, de pouvoir vraiment bancariser une grande partie des Congolais. Et derrière cette idée-là de bancarisation, souvent les gens parlent de la question d'inclusion financière. Je vais dire un truc qui est peut-être un peu controversiel, mais on s'est rendu compte que ce mot-là, c'est juste un mot. Hein. Je vais essayer d'être politiquement correct. C'est juste un mot. La réalité, quand tu fais une plateforme comme Volpay, c'est que tu n'essaies pas d'inclure les gens. Tu demandes aux gens de t'inclure toi. Parce qu'en RDC, il y a déjà des systèmes qui fonctionnent. Peut-être même avant que tu n'expliques ça, je vais alors d'abord que tu commences par expliquer exactement c'est quoi Volpay finalement. Est-ce que c'est une banque numérique ou digitale? Est-ce que c'est une portée d'entrée pour les services bancaires? Est-ce que c'est une fintech? C'est quoi exactement? Peut-être que si tu commences par là, comme ça on comprend exactement c'est quoi Volpay et puis comment Volpay va aider, tu vois, l'utilisateur final. Oui, donc Volpay, c'est une fintech qui propose aux clients des cartes prépayées, physiques et virtuelles. Donc, comment se positionne Volpay? C'est qu'aujourd'hui, sur le marché, vous avez les mobile money d'un côté et vous avez les banques traditionnelles de l'autre côté. Les mobile money, c'est vraiment la facilité d'accès, les réseaux d'argent, etc. Et les banques, c'est vraiment quand tu veux un compte, tu veux une carte de paiement en ligne et autre chose. Volpay se met entre les deux. Donc, on essaie d'apporter les avantages de la banque, donc les cartes bancaires, etc., avec la facilité des mobile money. Donc, un réseau d'agents, une facilité de payer des marchands et une accessibilité plus facile. Donc, le KYC, pour faire ton identification, tu n'as pas besoin d'aller à la banque. Tu peux aller voir un agent Volpay ou juste télécharger l'application et directement, tu peux faire ton identification et commander ta carte directement. On est capable de livrer la carte aujourd'hui sur Kinshasa, mais les cartes physiques, on est en train de s'étendre. On est sur Kinshasa et Lubumbashi et on va s'étendre un peu partout dans le pays. Donc, c'est ça le produit principal. Donc, c'est un produit qui se place vraiment entre les mobile money et les banques traditionnelles qui essaient de faire un bridge entre les deux offres de services. Donc, ce que nous, quand on est venu en proposer aux banques, c'est de dire aux banques quoi? Les banques, vous avez l'infrastructure de base, vous avez la licence. Et quand nous, on amène des clients, l'argent reste chez vous. Donc, on vous amène, in fine, des clients. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ce que vous avez du mal à faire. La partie opérationnelle. Donc, vous avez l'infrastructure, ici, avec la licence, etc. Nous, on s'occupe de l'acquisition de clients, de la technologie, et on amène aussi notre propre capital. On est capable d'aller lever de fonds sur le marché international, à la Silicon Valley, etc. Donc, quand on a débuté avec notre pre-seed, on avait levé 1,5 million de dollars pour lancer le projet. Donc, ça a un peu convaincu aussi les banques qu'on avait justement cette capacité de lever des fonds. Donc, on combine vraiment la technologie et la capacité financière et on pousse l'opération. Donc, on dit aux banques, vous restez à faire ce que vous êtes bon à faire. Et nous, on s'occupe, on prend vos produits et on essaie de les vulgariser à la masse. Donc, c'est un peu ça ce que Volpay fait. Un utilisateur final. Bon, moi, par exemple, je me dis, OK, pour quelle raison j'irais chercher une carte Volpay? Est-ce qu'il y a quelque chose que ce service me donne que déjà le service bancaire traditionnel ne me donne pas? Pourquoi je devrais avoir deux cartes si j'ai déjà une carte, par exemple, de ma banque qui a le Visa ou Mastercard? Qu'est-ce que la carte Volpay ajoute en termes de valeur pour moi?
La première valeur, c'est vraiment la flexibilité. Ça veut dire que tu peux aujourd'hui être à l'intérieur du pays, tu télécharges ta carte, ton application VolPay, tu fais ton identification directement en ligne. Il y a un agent qui vient, qui va valider au final ton identification, mais il y a une partie d'intelligence artificielle qui valide tous tes documents et qui est capable de t'autoriser à avoir accès à ta carte virtuelle. Et ensuite de ça, tu peux aussi commander ta carte physique qui t'est livrée directement. Aujourd'hui, avec les banques traditionnelles, si tu es un nouveau client et tu veux avoir accès à la banque, etc., tu dois, pour la majorité des cas, aller sur place, t'identifier sur place, ouvrir ton compte. Et souvent, quand il y a des problèmes, c'est toujours des actions qui se font sur place. Les banques essayent de s'améliorer, mais l'idée ici de VolPay, c'est de dire que notre capacité d'innover sur cette digitalisation sera beaucoup plus rapide que la capacité des banques. Parce que c'est pas ça leur métier. Donc pour nous, aujourd'hui, par exemple, il y a des produits de valeur ajoutée qu'on va lancer dans le futur. Par exemple, la gestion des abonnements. Un des gros problèmes que les gens ont, qui fait que souvent ils ne veulent pas laisser nécessairement l'argent dans les cartes, c'est que par exemple, tu t'abonnes sur Netflix, tu t'abonnes sur Spotify, tu fais du boostage en ligne et tu t'arrêtes là. Peut-être le deuxième mois, tu ne voulais pas booster, mais tu as déjà mis ta carte. Et souvent, il y a des sites où c'est très difficile d'enlever même ta carte de là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec Visa pour permettre aux clients, directement à travers la plateforme de VolPay, de pouvoir pause ces abonnements-là, donc mettre une pause à l'abonnement ou carrément annuler les abonnements. Et il y a beaucoup d'autres services à valeur ajoutée comme ça qu'on ajoute. Donc essentiellement, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, la vulgarisation de tous les offres de services que la banque offre, mais permettre un accès qui est beaucoup plus large à tous ces services-là. Et quand vous regardez le marché congolais, quel serait le frein pour que votre service atteigne la plus grande masse? Parce que tu as parlé des pourcentages un peu en termes d'accès, de bancarisation. Quels sont les prérequis pour que votre service soit entre les mains des usagers ou des utilisateurs finaux? Il y avait un premier challenge important, c'est le challenge de l'identité. En RDC, comme tu sais, il n'y avait pas encore de ce que j'appelle de centrale d'identité, donc des pièces d'identité que tout le monde a. Pas seulement la pièce c'est une partie, mais un système où on peut valider si cette pièce-là est vraie ou pas. Et ça, c'est le challenge en fait qui bloque tout le monde sur le marché aujourd'hui. Cette capacité-là d'identifier en masse. Ensuite, il y a la réglementation aussi de la Banque centrale qui oblige, à cause de toutes ces contraintes-là, à ce que l'identification se fasse par un agent, un humain, au final. Donc, ça fait que pour pouvoir scale sur une grande masse, il faut aussi scale le nombre d'agents, etc. Donc, c'est une proposition qui est quand même assez difficile à résoudre. Mais on a réussi à innover déjà autour de ça et puis je peux toucher dessus. La deuxième chose, c'est, je pense, la compréhension de ce qui est déjà là et qui fonctionne. En RDC, comme dans beaucoup de pays en Afrique, cash is king. Right? Mais souvent, quand les gens parlent du cash, ils ne réalisent pas, mais le cash, c'est une technologie. C'est peut-être une des meilleures technologies quand tu parles de tech, qui a été inventée, et c'est une technologie qui fonctionne. OK. Donc, l'idée ici n'est pas d'aller directement en confrontation directe avec le cash. Parce que c'est très difficile de gagner cette confrontation. Tu regardes des marchés comme... Lorsqu'on lisait justement durant le Y Combinator, on réalise des choses comme au Japon, il y a comme encore, je pense, plus de 50% des transactions se font en cash. Ils ont un système qui s'appelle le Konbini, où tu peux faire des achats en ligne. Tu fais un achat en ligne, on te donne une facture, peut-être sur ton téléphone, ou peu importe, et tu vas chez un marchand du coin, etc., avec cette facture-là, et tu payes en cash, et ta transaction en ligne se fait. Et ça, c'est le Japon.
right? En termes de technologie. Ils sont très loin. Voilà. L'Allemagne, la même chose. Si tu regardes les statistiques, l'Allemagne, c'est un pays où le cash est encore très important. Donc, pour nous, quand on a analysé le marché, on a réalisé que non. On ne peut pas aller à l'encontre nécessairement du cash. Le cash va quand même toujours être là. Mais le problème ici, c'est qu'il y a un intermédiaire que beaucoup pensent être la solution sur le marché. Mais notre thèse à nous, c'est que ce n'est pas. C'est tout ce qui est USSD et la technologie de 2G. Hein, qui permet au téléphone, ce qu'on appelle les feature phones, de pouvoir avoir accès au secteur financier et tout ça. Mais quand tu regardes réellement, avec la venue des smartphones et le fait que le coût des smartphones a beaucoup baissé, il y a une accessibilité possible des smartphones sur tout le territoire national. Aujourd'hui, avec Starlink qui est arrivé sur le marché, qui permet au pays d'avoir un coverage de presque 100%, ça veut dire peu importe là où tu es dans le pays aujourd'hui, si tu as un Starlink, tu peux être connecté sur Internet. Exactement. Quand tu combines ça avec un téléphone intelligent et de l'autre côté avec le cash, mais tu as les deux extrêmes de la digitalisation en fait. Si tu y penses, hein, on pense digitalisation aujourd'hui juste en rapport avec le fait que c'est dans le monde du bits. Mais si on réfléchit peut-être juste en termes de technologie, le cash a un peu digitalisé le troc, si tu y penses. C'est devenu comme un... comment je peux dire ça? Excuse-moi de l'anglicisme. Hein. C'est un registre, en fait. Le cash, c'est un registre qui représente une information. C'est un peu comme ta puce de téléphone. Donc, c'est une technologie. Exact. Donc, nous, on s'est dit que non. Si tu es capable de combiner les deux extrêmes de technologie, tu es capable d'avoir beaucoup plus de données, offrir beaucoup plus de services à valeur ajoutée. Et si tu es capable aussi de lever du capital, mais tu peux pousser les smartphones sur le territoire national. Donc, en tenant les deux extrêmes de téléphone intelligent cash de l'autre côté, en s'assurant qu'il y a un flux d'informations et financiers fluide entre ces deux-là, d'où le fait d'avoir le réseau d'agents bancaires, avoir un système de paiement marchand assez efficient et avoir aussi une application qui est un peu le wallet que tu vois aujourd'hui, qui est quand même efficient. Tu es capable d'avoir un système où tout le monde se retrouve. C'est-à-dire que si moi j'ai du cash et j'aime le cash, je dois pouvoir être capable de faire partie du système de VoLPay. C'est-à-dire que demain, je vais voir un marchand qui est un marchand VoLPay, je peux le payer avec le cash. Demain, par exemple, j'ai pris des services de consultation de Bani. Lui, il est à Kinshasa, moi, je suis à Lubumbashi. J'ai du cash. Je peux aller voir un agent VoLPay et dire que non, Bani, c'est un marchand sur VoLPay, c'est un business sur VoLPay. Voici son numéro de business. Voici mon $200. Je veux que tu le payes. Et quand tu le payes, il y a une traçabilité. Je sais que c'est Alain de Lubumbashi qui a payé X montant à Bani. Et là, je reçois l'argent dans mon compte. Tu reçois de l'argent dans ton compte VoLPay. VoLPay, ok. Pas seulement que tu reçois l'argent, toute la transaction est tracée. La personne qui a donné le cash et la personne qui a reçu le paiement. Donc le cash n'est pas vraiment la contrainte. Parce que tu peux traquer en fait le cash. Si ta technologie, en fait, la chaîne de valeur technologique est là et fonctionne bien. Et c'est ça un peu qu'on essaie d'amener sur le marché. Est-ce que là, tout de suite, vous ne vous retrouvez pas dans un terrain qui a besoin d'une réglementation? La Banque centrale, par exemple, a un œil sur ce que vous faites. Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que déjà c'est une réalité? Est-ce que votre secteur est réglementé et l'acteur ici principal, c'est la Banque centrale? Et comment ça se fait? Est-ce que c'est facile de passer un peu ce cap pour que la Banque centrale vous donne, par exemple, l'agrégation? Oui, nous, aujourd'hui, on a notre agrément de la Banque centrale. On l'a eu quand même de façon beaucoup plus rapidement que d'autres startups l'ont eu sur le marché. Mais la Banque centrale n'est pas seulement une contrainte. Elle est très importante dans
dans l'écosystème. Souvent, même quand on est venu, on parlait avec beaucoup de gens, les gens sont très critiques du système au Congo. Mais d'expérience, après avoir dealé avec les gens de la Banque centrale, les gens connaissent leur travail. Et la première chose, c'est qu'il faut protéger le particulier et son épargne. Et ça, ils font un très bon travail de ça, et c'est d'où toutes les réglementations autour de ça. Donc oui, on est totalement réglementé. On devait avoir un partenariat avec une banque commerciale, et ensuite de ça, avoir notre propre licence au niveau de la Banque centrale, et aussi avoir un partenariat avec les réseaux Visa et Mastercard. Donc c'est ça qui nous permet en fait d'avoir cette crédibilité-là pour pouvoir déployer le système qu'on déploie. Mais nous, au niveau de la Banque centrale, on est un peu comme un revendeur de produits des banques. Donc on développe des technologies pour les banques, mais in fine, tout le capital, tout l'argent qu'on reçoit des clients, etc., qui bouge, il bouge et il reste chez les banques commerciales. OK. Donc on n'est pas une banque. Vous ne réceptionnez pas l'épargne. Exactement. Okay. On est un service financier qui se met au-dessus des banques. OK. Donc, si tu regardes, par exemple, sur le marché ici, il y a Illico Cash, il y a Raka Cash, il y a même VisaPay. La différence avec Volpay, c'est que tous ces produits-là, ils offrent un peu le même type de service, mais à l'interne. C'est des produits internes aux banques. Nous, on est la première fintech, la première entreprise en RDC qui est un peu indépendante et qui travaille justement avec les banques. Et ça nous permet aussi de travailler avec plusieurs banques dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on est vraiment avec EcoBank parce que c'est la banque, en tout cas, qui nous a accompagnés et puis qui a la meilleure infrastructure, en fait, pour l'accompagnement des startups dans ce contexte ici sur le marché en RDC. Mais où est-ce que vous en êtes maintenant? Est-ce que le produit, il est déjà au marché? Est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs? Est-ce que vous êtes en période en phase d'essai? Où est-ce que vous êtes? Et si j'ai besoin déjà d'avoir votre Oui, on est déjà live. Si vous allez sur le App Store et Play Store sur Android, cherchez Volpay RDC, vous pouvez le télécharger. On est déjà à plus de 22 000 utilisateurs. On a lancé officiellement en août 2025. Et depuis là, on est en train d'avancer tranquillement. Donc, l'application est live et on est en production. Et là, on va vraiment commencer. On faisait pas beaucoup de marketing encore. Et là, on va vraiment commencer à parler un peu plus du produit et pousser l'éducation au niveau des clients et aussi le marketing. Donc, vous allez entendre parler beaucoup plus de nous. D'où même ce podcast aujourd'hui. Exactement. Et à quand les restes de la RDC? Tu as parlé de Kinshasa et Lubumbashi pour l'instant. Ouais. À quand les restes de la RDC? Aujourd'hui, partout en RDC, tu peux télécharger l'application Volpay et commander ta carte virtuelle. Il y avait des contraintes encore techniques pour le déploiement sur le marché national des cartes physiques. Si tu me permets, je peux expliquer. Oui, tout à fait. La contrainte. Quand tu as une carte bancaire, il y a des numéros dessus. Et ces numéros-là, c'est des numéros... par exemple, il y a les chiffres de la carte. Il y a à l'endos de la carte le code qui est là. Et d'autres informations qui sont des informations privées. Et ces informations-là, nous, en tant que Volpay, quand on reçoit les cartes de nos partenaires, de la banque, etc., pour pouvoir les déployer, on ne peut pas toucher ou ouvrir ces enveloppes-là. Tu vois? Parce que quand on l'ouvre, c'est comme si nous, on a accès aux informations du client, confidentielles du client. Le problème avec ça, c'est que quand ces informations-là restent sur la carte et que tu veux déployer des cartes sur le territoire national, quand tu envoies les cartes dans un endroit, il faut que tu aies un endroit sécurisé pour pouvoir déployer les cartes. Maintenant, imagine, nous, on est une start-up, on veut aller sur tout le territoire national. Ça veut dire que d'un point de vue opérationnel, on doit avoir du CAPEX pour pouvoir avoir des bureaux, des endroits, etc. Ce qu'on s'est dit, c'est que si on enlevait toutes les informations confidentielles de la carte devient en plastique. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de flexibilité maintenant. Parce que si la carte est en plastique,
Le seul moment où la carte devient confidentielle, où elle commence à avoir une valeur intrinsèque, c'est quand tu l'actives sur l'application de Volpay. C'est-à-dire que même si tu venais et tu volais un carton de carte de Volpay, ils n'ont aucune valeur parce que c'est le système, l'application qui valide d'abord ta carte. D'où en fait ce que je disais, hein, le fait d'être sur le cash et le téléphone intelligent, ça permet d'avoir ça. Et donc là, en ce moment, on a eu la validation de la Banque centrale, donc de pouvoir enlever toutes ces informations-là et de faire la connexion, etc., la validation, l'activation de la carte directement à travers l'application. Et on est justement dans cette phase-là. Dès que ces cartes-là vont arriver sur le marché, la première version des cartes, elle avait les informations. Donc la deuxième version n'aura pas ces informations-là. Et ça va nous permettre justement maintenant de pouvoir dire que non, on peut, tout en gardant toujours la sécurité, hein, mais on peut commencer à distribuer les cartes un peu plus facilement sur le territoire national. Et même l'approvisionnement des cartes, hein, vers le Congo, l'impression des cartes, etc. Il y avait toute une logistique qui était hyper complexe. Mais quand tu enlèves les informations confidentielles, la logistique baisse. Elle n'arrive pas à zéro, mais baisse d'une façon qui permet justement de pouvoir scale le produit. Facilement. Ouais. C'est très intéressant. C'est quoi votre vision de la RDC? Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez voir de la RDC d'ici 10 à 20 ans à travers votre solution ou votre start-up? La vision de Volpay, elle est beaucoup plus loin que la partie FinTech. Aujourd'hui, on est dans Volpay, mais la vision, c'est d'être Volt. Volt, en anglais, c'est le coffre. OK. On veut être le stack, donc l'infrastructure sur lequel la RDC roule. Et si on arrive à gagner la RDC, par le positionnement de la RDC, on croit qu'on peut gagner tous les pays limitrophes. Donc aujourd'hui, l'objectif de Volpay, c'est un peu de devenir comme le Google au niveau de l'Afrique centrale. Et on veut le devenir en misant sur plusieurs différents produits. La plateforme financière, c'est une, mais on a des produits à valeur ajoutée. Par exemple, aujourd'hui, avec Volpay, on est capable d'identifier les gens. On est obligé de le faire avec la Banque centrale. La question d'identité devient une question très critique à cause de l'IA, les deepfakes et les agents IA, hein, les bots, etc. Très rapidement, dans les prochaines années, la question de savoir, est-ce que quand tu reçois un email, quand tu reçois un message, est-ce que c'est vraiment un humain qui te l'envoie, va devenir une question critique. Donc nous, quand on a vu ça, on s'est dit que la plateforme d'identité qu'on est en train de faire, qui nous sert aujourd'hui que pour le KYC, l'identification des particuliers, l'identification des entreprises, on doit la renforcer et la bâtir d'une façon à ce qu'elle devienne la fondation, qui va être la fondation du futur. Parce que demain, quand par exemple tu veux faire une transaction critique, quand tu veux avoir accès à des informations importantes, peu importe le contexte, hein, pas seulement le contexte de paiement, tu aurais besoin par exemple de pouvoir faire un liveness check pour s'assurer que c'est vraiment toi. Yes. Peut-être avoir à refaire un KYC pour révalider avec les identités que tu avais. Peut-être besoin de pouvoir valider que la personne qui parle aujourd'hui, est-ce qu'elle est flaguée déjà dans le système ou ailleurs. Aujourd'hui, comme on n'a pas cette... ça fait des années qu'on n'a même pas fait de recensement au pays, ça devient très difficile de faire ça. Alors que avec cette plateforme qu'on est en train de faire, c'est un peu ça qu'on est en train de faire un peu implicitement. Et ces technologies-là, le deuxième produit qu'on offre sur le marché, qui a commencé avec nos partenaires bancaires, c'est le Login with Volpay. OK. Login with Volpay, c'est quoi? Tu utilises Gmail. Oui. Tu as déjà remarqué, quand tu vas sur beaucoup de sites web, tu peux rentrer ton username, password, nom d'utilisateur et mot de passe pour pouvoir t'enregistrer dans le système. Mais dans beaucoup de sites, ils ont un bouton se connecter avec Gmail. Demain, tu auras un troisième bouton, se connecter avec Volpay.
Quand tu appuies sur ce bouton, ça envoie une notification sur ton téléphone qui te demande est-ce que tu autorises cette entreprise, cette plateforme, à pouvoir utiliser tes informations pour te connecter. Tu dis oui. Et ensuite de ça, on fait encore un liveness check. On s'assure que c'est vraiment toi. Et là, tu te connectes sur la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la venue de l'intelligence artificielle et le fait que la RDC en était tellement en retard, hein, le monde est en train d'aller dans un endroit où l'identité et l'identification redevient critique. Et nous, en RDC, on n'avait pas réglé la question d'identification, donc on est capable de faire un saut. Shift. Donc, ce qu'on appelle un leapfrog. Donc, la technologie que VotePay est en train de mettre en place, c'est une technologie que vous allez voir dans les prochaines années, même dans les pays développés, ils vont devoir avoir ça. Parce que quand tu fais le login avec Gmail, est-ce que Gmail t'a déjà demandé ta pièce d'identité? Non, jamais. Est-ce que Gmail peut vraiment valider que Bani, c'est la personne qui est derrière bani@gmail.com? Non. Mais VotePay peut le faire. Qu'est-ce que ça fait? VotePay, c'est d'abord une entreprise technologique. On veut compétitionner justement entre les grands. Et l'IA nous donne cette fenêtre-là. Donc, Login with VotePay, c'est le premier produit. Le deuxième, c'est encore un autre bouton. Pay with VotePay. Tu as une plateforme de e-commerce, tu as ton site, tu as une plateforme, tu es peut-être tu fais ton business seulement sur WhatsApp. On te donne ce qu'on appelle un SDK, hein, pas les API. Beaucoup de gens parlent d'API, non. On te donne un bouton qui contient déjà tout dedans. Tu envoies ce bouton à ton client, Pay with VotePay. Le client appuie sur le bouton, la même chose qu'avec le login. Ça ouvre son application de VotePay, ça demande tel marchand demande l'autorisation pour un paiement de $20. Qui le marché demande l'autorisation pour un paiement de $20, peu importe. Tu approuves, on valide encore ton identité. Parce que cette plateforme-là, c'est VotePay qui l'a créée de A à Z. On n'est pas allé l'acheter quelque part, etc. On est capable de valider l'identité sur tout le cycle de vie d'un utilisateur. On te valide, le paiement complète, et on sait que c'est toi qui as autorisé ce paiement. Voilà. On sent cette envie de grandeur que tu as emporté avec toi de la Silicon Valley. Pour finir, avant même que je te demande la dernière chose, c'est quoi le mythe que tu vois que tu construire ici, qu'on a de la Silicon Valley? Je peux répondre sur deux tableaux. Les mythes de la Silicon Valley, je peux dire que il y en a plusieurs. Le premier, c'est que la Silicon Valley est futuristique. C'est-à-dire que quand je débarquais là-bas, je pensais que j'allais trouver des trains volants. Et la Silicon Valley, les gars sont tellement en retard sur les infrastructures de base, c'est absurde. Ah oui? Ça veut dire qu'il y a une dichotomie, il y a une dissonance entre la ville, donc la Silicon Valley en tant que ville, et les politiques qui régissent la ville et qui régissent la zone, et je peux dire le milieu privé professionnel. San Francisco, Mountain View et tout ça, en tant que ville, etc., les infrastructures qui sont là, non, les gars sont en retard par rapport à beaucoup de places. Et moi, je venais de Montréal, je pouvais le voir, que ce soit les trains, les métros, les trucs étaient vieillots, tu avais de la saleté un peu partout. En fait, il y a un truc très bizarre, moi, qui m'avait vraiment fait un peu froid dans le dos quand j'étais là-bas. C'est cette capacité-là des gens, que ça soit, tu peux rencontrer des milliardaires partout, mais tu peux aussi rencontrer l'extrême pauvreté au même endroit. Ça veut dire que tu es sur une rue, où tu as Twitter, Facebook, etc. L'autre rue, il y a un quartier justement à San Francisco qui s'appelle Tenderloin. Tu as ce quartier-là où tu as des gens qui sont dans la drogue, etc., dans la rue. Le problème de homelessness n'est pas réglé, etc. Donc il y a vraiment cette dichotomie-là, vraiment dans
dans la Silicon Valley qui choquent quand tu t'y attends pas. Donc, parce que quand tu viens là-bas, tout le monde s'attend à ce que Bien sûr. ça soit une autre image. Et je dirais la deuxième chose, personnellement, dans le contexte congolais, c'est, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent le nombre de... Là, on parle du côté positif. Le nombre de choses que le Congo a en commun avec la Silicon Valley. Ah oui? Beaucoup. Et je parle d'expérience en ayant été des deux côtés. La première chose, c'est cet accès à l'information, comme je t'ai dit. La Silicon Valley, justement, on est dans le 80% d'information, 20% de... comment on dit ça? D'arbitrage. Donc, tu gardes l'information, etc. Au Congo, c'est à peu près c'est différent. Mais ce que j'ai vécu au Congo et l'expérience de Volpe, encore là, c'est peut-être pas l'expérience de tout le monde, c'est que la différence avec la Silicon Valley, c'est que ça prend un peu plus de temps pour tomber sur les personnes qui vont te donner l'accès à cette information. Et ça m'amène un peu au point où on avait discuté la dernière fois, que je parlais un peu des quatre types d'intelligence. Souvent, les gens se focusent vraiment sur ce qu'on appelle le IQ, donc l'intelligence un peu pure et dure, est-ce que tu es bon dans ton domaine, l'intelligence technique. Mais il y a les trois autres niveaux, un peu, si je peux les mettre dans ça. Il y a ce qu'on appelle le EQ, l'intelligence émotionnelle. Ensuite de ça, il y a l'intelligence politique, pour comprendre les systèmes. Et cette intelligence-là, c'est pas juste pour comprendre la politique comme les gens pensent à la politique politicienne, comme on dit. Non, c'est comprendre les systèmes, comment les systèmes fonctionnent. Ça peut être à l'intérieur d'une entreprise, ça peut être le système du pays lui-même, la géopolitique, etc. Et c'est là, quand je parlais que Airbnb, c'était une grande école, parce qu'on avait cette vision-là de grandeur sur la planète, on a dû vraiment comprendre ça. Et le dernier, c'est le jugement. Donc, être capable de prendre des bonnes décisions au bon moment pour toi. Et il y a beaucoup de gens, tu peux être bon, comprendre les systèmes, être capable de naviguer, être très intelligent, mais tu n'as pas un bon jugement, etc. Et ce que j'ai vu au Congo, c'est que, en fait, à la Silicon Valley, c'est très facile, si tu n'as pas encore ces quatre-là, de tomber sur des gens qui vont t'aider à les avoir. La différence avec la RDC, c'est que très rapidement, tu te rends vite compte que tu dois les développer toi-même très rapidement. Tu vois? Mais à partir du moment où tu l'as fait, tu arrives justement à trouver le 20%. Et quand tu tombes sur le 20% en RDC, l'accélération est similaire à l'accélération de la Silicon Valley. Et il y a un autre truc en RDC qui est très similaire à la Silicon Valley et que tu ne vois pas dans beaucoup de pays d'Afrique. Le Congo, et c'est un peu paradoxal, hein, mais c'est vraiment mon expérience. Le Congolais, on est un pays où il y a une genre de confiance communautaire. C'est-à-dire que pour manque de... J'arrive pas à trouver le mot en français, hein, mais we are a very trust-based community. Donc, une communauté avec un fort enclin sur la confiance. La confiance, exactement. Et cette confiance-là, c'est un peu aussi la base de la Silicon Valley. Quand on a commencé à Y Combinator, un des trucs qu'ils nous ont dit en premier, c'est parmi les règles implicites de la Silicon Valley, hein, c'est que le handshake deal, c'est-à-dire que quand tu serres la main de quelqu'un et que vous êtes entendu sur quelque chose, même si le contrat n'est pas encore signé, vous avez déjà signé. Vous avez déjà signé, tu dois tenir ta parole. L'RDC n'est pas comme ça exactement. Mais ce que j'ai rencontré en RDC, c'est que, encore là, hein, quand tu rentres dans ce secteur, tu trouves le 20%. Tu n'es pas dans le 80% où... Exactement. Exactement. Quand tu trouves le 20%, il y a ces codes-là qui sont là. Et il y a aussi cette volonté-là de faire partie de cet écosystème-là qui est quand même assez fort en RDC. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais quand je compare avec beaucoup d'autres pays d'Afrique où il n'y a pas cette confiance-là. Par exemple, tu regardes le Nigeria. Les Nigériens, ils ont beaucoup d'autres choses que nous, on n'a pas. Mais un écosystème basé sur la confiance, comme on l'a en RDC, on ne l'a pas. Le Nigeria, c'est du business cru. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord l'intérêt business.
Mais la RDC, quelqu'un peut te rendre service juste parce que. Et quelqu'un peut te pousser, te propulser juste parce que. Parce qu'il aime ta face, parce que tu lui as rendu service, parce que. Tu vois? Et tu n'as pas beaucoup ça dans les autres pays. Et à la Silicon Valley, tu as ça aussi. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le parce que, il a un peu. Il a cette historique-là de dire que parce que ça se peut que ça soit toi le prochain. Bien sûr. Tu vois? Et donc, en RDC, je pense qu'on a beaucoup de fondamentaux comme ça que si on exécute bien, je pense qu'on peut créer un écosystème ici dans ce marché qui n'aura pas son pareil dans les autres pays d'Afrique. On a des fondamentaux que tu ne vas pas retrouver. Bon, il y en a d'autres que je peux mentionner, mais on pourra peut-être en parler une prochaine fois, mais c'est vraiment ça que je peux dire. C'est très intéressant. C'est très intéressant d'entendre ça. Alors, on a un rituel à la fin de notre podcast, c'est de demander à notre invité quelle est cette question à laquelle tu t'attendais que je n'ai pas posée. Et dès que tu me donnes cette question, je voudrais aussi que tu y répondes toi-même. Pourquoi je crois en la RDC? La raison pourquoi on décide avec Christelle de revenir, c'est que, comme je t'ai dit, même en termes des investisseurs, déjà, il y a une ouverture sur la RDC. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le monde en même temps. Il y a l'IA qui arrive, et on connaît tous un peu la RDC. Hein. Chaque révolution technologique, on est un peu toujours au centre et tout, mais ça, on en a parlé beaucoup déjà. Mais dans cette nouvelle révolution technologique, il y a des choses importantes, et on en a touché un peu à gauche, un peu durant la conversation. Il y a des choses importantes que la RDC a, au-delà de ses minéraux. On a un talent brut sur ce marché. On a un optimisme par rapport au futur sur le marché congolais que tu ne vois pas dans beaucoup de places. Et peut-être juste, c'est moi parce que je suis congolais, donc d'autres personnes dans d'autres pays le diraient. Mais on a eu à recevoir beaucoup d'investisseurs et des gens d'autres pays d'Afrique, et ils le disent. Il y a une énergie en RDC que tu ne retrouves pas dans beaucoup d'autres pays. Et je pense personnellement que si on est capable de canaliser les talents dans ce pays, on est positionné au niveau mondial pour pouvoir faire un saut qu'aucun autre pays en Afrique peut faire. La révolution de l'intelligence artificielle fait qu'aujourd'hui, dans la Silicon Valley, on pensait qu'on était le centre du monde. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous fait faire un pas derrière. Là, je parle comme un ancien de la Silicon Valley. Bien sûr. Pour réaliser qu'il y a d'autres industries qui étaient toujours là et qui sont critiques à tout ce qui se fait au niveau de la Silicon Valley. Que ce soit le secteur minier, mais tout, à partir du secteur minier, toute la chaîne de valeur jusqu'à arriver aux produits finis, les data centers et l'IA. Et aujourd'hui, il y a justement cette révolution. En Silicon Valley, on parlait qu'on était dans le bits, donc le code 0, 1, etc. Et aujourd'hui, la Silicon Valley réalise que le monde des atomes, donc le monde physique, existe aussi. Donc aujourd'hui, la Silicon Valley, c'est le mélange entre les atomes et les bits, donc le code et le physique. Et dans ce monde-là qui est en train de venir, la RDC a un positionnement stratégique, que ce soit d'un point de vue humain et d'un point de vue de ressources. Pourquoi? Parce que les lois de sous-traitance qu'on a mis en place dans ce pays font en sorte qu'on a des Congolais dans cette chaîne de valeur-là minier. Donc, on a des Congolais aujourd'hui qui peut-être importent ou travaillent dans la production de composantes chimiques qui sont nécessaires pour le secteur minier. Mais les composantes chimiques ne sont pas juste nécessaires pour les mines in fine, pour l'extraction. Parce que les technologies qui sont utilisées pour l'extraction, quand tu vas plus haut dans la chaîne de valeur, tu les retrouves aussi. Parce qu'il y a de la chimie aussi. Quand tu dois faire des
des puces. Donc, on est en train de bâtir une expertise que s'il y a une bonne stratégie d'un point de vue national, cette expertise-là peut être utilisée dans d'autres endroits sur la chaîne des valeurs. Tu vois. Aujourd'hui, on réfléchit la mine, tout ce qu'il faut pour l'extraction de la mine, en tant que différents points de technologie. Donc, c'est de là que la sous-traitance rentre en jeu. Et maintenant, quand toi, tu es un sous-traitant pour un domaine spécifique, si tu as cette réflexion-là en tant que, je peux dire technologique, juste, hein, pas seulement, non, moi, je suis un sous-traitant, non. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley, tu es une start-up. Et on peut investir dans toi comme une start-up. Parce que tu es en train de bâtir une expertise qui peut être utilisée dans d'autres endroits. Un peu comme ce que nous, on fait aujourd'hui. Je t'ai dit, on commence avec le paiement, mais on réfléchit le paiement dans son horizontalité, en tant que système. Donc, si tu réfléchis chaque élément dans la chaîne de valeur aujourd'hui, qu'on a déjà comme acquis en tant que système, et qu'on regarde maintenant, OK, dans l'horizontale, on a toutes ces chaînes de valeur ici. Maintenant, sur la verticalité de chacun de ces chaînes de valeur, qu'est-ce qu'on peut attacher? Et aujourd'hui, la Silicon Valley est prêt à investir, est prêt à mettre de l'argent dans ça, parce qu'il y a cette compréhension-là que le monde ne tourne plus seulement qu'autour de bits. Il y a les atomes, qui est le monde physique. Et la RDC, par rapport au monde physique, on a déjà des acquis. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Parce que souvent, on parle toujours un peu des extrêmes. Hein. On parle que non, on a les minéraux, il faut qu'on arrive à transformer, etc. Mais la sous-traitance qu'on est en train de faire, c'est déjà des entreprises technologiques. Les startups de demain en RDC, et c'est ça que je dis que c'est la grosse différence avec beaucoup d'autres pays en Afrique, ça ne sera pas juste des startups à la startup qui font dans le fintech ou dans d'autres choses. Non, ça va être des startups qui vont être spécialisées dans des domaines critiques dans la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur-là, aujourd'hui, avec la réindustrialisation des États-Unis, elle devient critique. D'où même la volonté des Américains de venir. Maintenant, si nous, on a une bonne réflexion stratégique par rapport à cette compréhension-là, que chacun des éléments qu'on a dans cette chaîne de valeur, qu'on a réussi à acquérir par rapport aux changements qu'on a fait, par rapport aux droits miniers et aux lois autour des mines, mais ces entreprises-là aujourd'hui qui font la sous-traitance aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, deviendront les entreprises peut-être qui vont offrir aussi les services du côté chimique pour les puces. Parce qu'on les aura pris là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais juste offrir du service, mais tu bâtis l'expertise. C'est un peu ce qu'on a fait, nous, avec chez Y Combinator, comme je t'avais dit. On est venu avec un peu, je peux dire, un matériel initial. On se disait qu'on voulait faire ça, mais ils nous ont dit non. Vous n'allez pas juste faire du paiement. Vous allez devenir expert dans votre secteur. Et si tous les sous-traitants en RDC devenaient experts, bâtissaient une expertise et comprenaient comment on fait pour parler avec le marché des investisseurs, comprenaient le langage des investisseurs, comprenaient la vision, justement, le changement qui est en train de se faire au niveau de la Silicon Valley, dans 5 ans, le capital qui est investi en Afrique dans la tech, une grosse partie de ce capital viendra en RDC. Donc le secteur minier, c'est vraiment un catalyseur pour beaucoup plus pour la RDC, et pas seulement toujours dans le regard qu'on a de non, la transformation, etc. Non. Exactement. Il y a l'expertise aussi qu'on peut accélérer et essayer de trouver d'autres marchés pour cette expertise-là. Et je pense que ça serait une des clés pour notre pays. Super, Tambra. C'est vraiment un régal de t'écouter. Et merci beaucoup de ce partage. Merci beaucoup de nous donner un peu ces clins d'œil sur un monde peut-être que nous entendons, mais un monde qui souvent a l'air d'être trop loin de nous. Mais en réalité, on fait partie de ce monde-là. Donc pour moi, il ne me reste qu'à te dire merci beaucoup. Merci à toi et merci de m'avoir reçu. C'était vraiment un très bel échange. Merci. Merci.